Donc, bienvenue dans ce live où on parlait d'innovation et de growth. Donc, avec le growth hacking, avec les outils no-code. Donc, je suis avec David, qui est un spécialiste de la question, qui accompagne beaucoup de startups, beaucoup de grands groupes sur la question. Déjà, bonjour David. Salut Grégoire, salut à tout le monde. Voilà, donc le but, ce que je vous disais, on va vraiment discuter des outils. Donc, on va vraiment discuter d'innovation pendant cette période. Donc, on va parler au début un petit peu de growth hacking, du concept un petit peu fondateur de fake it, util ou make it. Ensuite, on discutera un petit peu avec David avec des outils no-code, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, de la différence entre une façade et un MVP, etc. Et enfin, on discutera un petit peu d'études de cas et on répondra un maximum aux questions. Ce que je vous propose, c'est vraiment qu'on fasse ces trois parties, qu'on essaie de les faire vraiment le plus rapide, avec le plus de contenu, le plus concis possible. Et qu'entre chaque partie, on réponde à vos questions et qu'à la fin, on passe vraiment sur une étude de cas et qu'on réponde à vos questions pendant 10-15 minutes, vraiment de façon approfondie jusqu'à la fin du webinaire. Déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est que David, peut-être je te laisse te présenter en une minute, un petit peu d'où tu viens, qui tu es, etc. Ouais, bien sûr, merci. Donc, je suis David Baruchel, je suis le cofondateur de Start the Fuck Up. On est un studio d'innovation parisien qui s'est créé il y a 3 ans. On accompagne des grands groupes et des startups. On les aide à lancer des projets innovants. Donc, on est arrivé sur la phase du tout début, quand les gens ont encore des idées, des vagues, et on les cadre sur comment il faut aller, comment il faut démarrer vite, comment il faut démarrer sans faire trop d'erreurs, quelles sont les bonnes méthodes, quels sont les bons outils pour accompagner. Et puis pour les grands groupes, on accompagne même jusqu'à la stratégie d'innovation et comment mettre en place la culture de l'innovation dans l'entreprise et comment ça se décline opérationnellement sur des projets pour que les grands groupes aient autant la pêche que les startups, globalement. Ok, et voilà, on a invité David, sous ce qu'on est, on a collaboré et vraiment ça a bien marché. Juste pour vous donner le cadre aussi, c'est Excelsior qui organise ce live. Là, l'enjeu, c'est qu'on travaille ensemble avec David et si ça fonctionne, on refera ensuite une série pendant le confinement et post-confinement. Donc voilà, là, c'est vraiment un premier format et on va voir si ça vous plaît. Moi, je me présente, du Alors, coup, je tu suis. présentes Germinal, ouais, peut-être aussi. Ouais, c'est ça, j'allais te présenter rapidement. Moi, je suis Grégoire Combato, je suis le CEO, cofondateur de Germinal. En gros, on fait des missions commando sur l'acquisition en ligne. Donc, on accompagne à peu près un tiers du CAC 40 et pas mal de grosses startups. On bosse avec Frishti, avec Ornicar, on a bossé un petit peu avec Payfit, avec Hitman First qui avait 15 millions, etc. Et voilà, donc je suis CEO, on s'est lancé il y a 2 ans. Là, on est une trentaine. J'ai écrit un bouquin sur le growth hacking. Voilà, je donne des cours à HEC, à Polytechnique, des trucs comme ça. Je me sens obligé de le préciser parce que j'ai raté mes concours d'école de commerce et du coup, je suis allé à la fac. Et du coup, je me sens obligé de préciser que je donne des cours dans les grandes écoles. Voilà, syndrome de l'imposteur, on t'a vu. Donc, on va attaquer tout de suite. Du coup, David, il y a pas mal de boîtes en ce moment qui me disent ouais, il faut que je me lance, etc. Mais je ne sais pas quel pivot faire. Moi, j'ai des boîtes qui me disent j'imagine plusieurs problèmes. Mais le problème, c'est que la crise, elle va durer peut-être 3, 4, 5, 6 mois. Et je ne sais pas sur quelle option partir. Et chaque option, c'est 1 mois, 2 mois de travail. Comment est-ce qu'on peut faire pour tester un concept hyper rapidement? Et notamment, tu sais, la fameuse phrase dont tout le monde a entendu parler, fake it, util make it. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu l'appliques? Est-ce que tu peux expliquer aussi en quoi ça consiste? Et voilà, je te laisse la parole et ensuite je compléterai. Yes, super. Déjà, je pense que ce qui est très important de comprendre, c'est déjà essayer de comprendre à quel point c'est compliqué dans l'industrie de ta boîte ou de ton domaine en ce moment et pourquoi c'est compliqué. Nous, avant même de parler vraiment de prototypage, de comment aller vite, de comment lancer du produit, comment faire de l'acquisition, nous, ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'il faut aller comprendre ce que veut ton client. Et le meilleur moyen d'aller comprendre ce que veut ton client, c'est d'aller lui parler, en fait, tout simplement. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en ce moment, la situation de ton client, elle change tous les jours ou tous les 2 jours. C'est-à-dire qu'on est tous dans un moment d'incertitude complet. Comme Grégoire le disait en intro, les gens font des conf calls pendant qu'ils se font leurs pattes. Ce n'était pas le cas il y a un mois. Il y a peut-être des nouvelles opportunités. Si ton business, il y a un mois, c'était de faire des pâtes aux gens, là, il faut que tu comprennes que maintenant, ils se les font eux-mêmes et qu'ils font des conf calls en même temps. Donc, comment tu changes ton approche par rapport à ça? Pour le savoir, il faut aller encore plus qu'avant au contact de ses clients. Mais une fois que tu as fait cette phase que j'appelle la phase d'exploration, là, c'est le moment où tu peux rentrer dans quelle solution tu vas essayer de mettre en place. Et en effet, si tu as envie de construire dans le détail parfaitement, exactement la solution parfaite, en fait, il y a des chances que ça te prenne 6 mois et 2, que tu sois complètement à côté de la plaque. Donc, ce qu'il faut, en fait, et on a peut-être, en parallèle du fake it till you make it, on dit souvent aussi fail fast, fail often. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Plantez-vous vite et plantez-vous souvent. C'est ma Alors, spécialité. voilà. Mais le but de cette maxime n'est pas de se dire qu'il faut se planter.
Le but de cette maxime est de dire, il faut admettre, il faut accepter que tu vas te planter un certain nombre de fois. Il ne faut jamais s'y résoudre, mais il faut l'accepter. Voilà, mais il faut l'accepter. Ça va arriver 6, 7, 8 fois avant que tu trouves le bon truc. Maintenant, si ton cycle d'itération, c'est-à-dire je teste un truc, je me plante, je recommence en ajustant, si ton cycle d'itération, il prend 6 mois, bah, tu es mort. Oui, ça veut dire que tu vas mettre 3 ans pour tester. C'est ce qu'on voit souvent dans certaines grosses boîtes ou même des PME qui veulent se lancer, qui veulent pivoter. Ils me disent, bah voilà, j'ai testé 3 idées. Je dis, ça fait combien de temps que vous testez? Ils disent, bah voilà, ça fait 3 ans. On a testé idée 1 première année, idée 2 deuxième année, idée 2 troisième année. Voilà, on a mis des centaines de milliers d'euros dans l'innovation. On ne sait pas comment faire. Et moi, j'ai vu ça pour un de nos premiers clients qui vraiment, ça faisait 2 ans et demi que c'était sur un projet d'inno. Et du coup, c'est là où je te laisse reprendre. Désolé, je t'ai coupé, mais c'est comment est-ce qu'on itère hyper vite? Comment est-ce qu'on fait des tests à la semaine? Du coup, C'est une fois ça, qu'on est allé voir exactement. ses utilisateurs, comment est-ce qu'on fait? Parce que je vais dire, ouais, mais si je dois développer le produit, ça va me prendre au moins un mois. Donc, comment est-ce qu'on va vite pour vraiment faire un pré-test, j'ai envie de dire. C'est ça, exactement. Donc, en effet, le but, c'est de raccourcir ce cycle d'itération pour qu'il dure une semaine. Et en fait, c'est là qu'intervient la grande stratégie fake it till you make it, que moi, j'aime bien aussi appeler faire des façades. Pourquoi des façades? Parce que, bah, vous voyez, quand on tourne un western, il y a les deux cow-boys qui sont l'un en face de l'autre dans la rue là, pour se tirer dessus. Et il y a la ville à côté. Bon, vous imaginez bien que à Hollywood, ils ne se sont pas fait chier à construire toute la ville. Ah D'accord? bon? Ils ont Ça, construit. Je casse ton tu rêve, m'apprends ça désolé. maintenant? En plein webinar, le Ah, salaud. putain. Non, ils n'ont pas construit toute la ville, ils ont juste construit les façades de la rue. Donc, vous devez faire la même chose avec votre produit, c'est-à-dire, en fait, construire une vitrine réaliste de votre produit qui permet à vos clients, à vos utilisateurs de se projeter dans dans ce que ça va être, parce que ça va vous permettre de tester si la proposition de valeur est intéressante, si vous arrivez à accrocher vraiment vos clients, ou vous pouvez même aller tester jusqu'à plus loin l'expérience même de votre produit sans rien avoir développé. Et du coup, il y a plein de stratégies pour ça en fonction du type de produit. Il y a plein de façades possibles. On les détaillera après, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire, une fois qu'on a une façade de son produit, ben, on va pouvoir aller la tester. Et la façade peut-être la plus classique, et c'est là où Grégoire va pouvoir nous reprendre la main aussi, c'est peut-être la landing page. La landing page, c'est un site vitrine, une page vitrine qui présente votre produit. Exactement. Je vous ai mis ça dans Et le chat, du coup. Bah, voilà. je Et reprends. une fois qu'on a une landing page qui présente son produit, le but, c'est de voir est-ce qu'on est capable d'acquérir des clients. Et pourquoi c'est important de le faire avant d'avoir son produit? Parce que la question de l'acquisition, on va de toute façon se la prendre, qu'on ait son produit ou pas. Et en fait, ça ne va rien changer à l'acquisition, qu'on ait le produit ou pas, puisqu'on va de toute façon essayer de pousser une landing page avec de la pub, avec du démarchage d'une manière ou d'une autre, pour voir si les gens adhèrent et s'inscrivent et cliquent sur le bouton acheter, quoi, globalement. Exactement. Pour compléter, nous, par exemple, donc une landing page, c'est une page qui est conçue que pour un type d'utilisateur qui vend un produit à un type d'utilisateur. Donc, ce n'est pas un site qui va parler de tous vos produits, qui va parler à tout le monde. C'est vraiment focus sur un utilisateur, sur un segment particulier. Je vous ai mis un exemple. Donc, la force Germinal, c'est formation Facebook Ads Growth Germinal. Vous avez vu, je l'ai mis dans le chat. Vous pouvez aller voir. Il faut savoir que cette landing page, elle existe depuis 2 semaines. On a lancé 8 landing pages. C'est pour donner un ordre d'idée. Cette formation n'existait quand on a lancé, qu'on a fait les premières ventes, absolument pas. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait le programme, on a pris une photo de Laura qui est dessus, on a fait des screenshots, des faux screenshots d'ads, etc. Désolé pour ceux qui sont inscrits. On a vendu. Alors après, on a expliqué que c'était en précommande, etc. Une fois plus, on verra l'éthique là-dedans et on a fait très attention, etc. Mais en gros, on a mis en ligne, on a récolté les premiers leads. Et vu qu'on a récolté des leads, Laura, on a lancé elle a commencé à la tourner il y a une semaine et elle sera prête cette semaine. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a lancé 8 formations, on a fait 8 landing pages. Vous pouvez voir, la landing page, elle est vraiment réaliste. C'est-à-dire, à aucun moment, vous vous dites, OK, en fait, les mecs, c'est le début et compagnie. Et pourtant, ça nous a pris que 2 ou 3 heures de faire cette page. Alors, parce qu'on a l'habitude, hein, sinon, c'est un peu plus long que ça. Et en gros, ou le rouleau, ouais, Start the Fuck Up. Alors, ça, c'est un poisson d'avril, mais ça marche aussi. Voilà, ça, c'est deux landing pages de produits qui n'existent pas encore. Et nous, la forge, du coup, ça nous a permis d'enregistrer 10 000 euros de commandes. Et en fait, ce n'est pas toutes les formations qui ont vendu. C'est-à-dire, sur les 8 formations, on a 4 qui ont vendu, 4 qui n'ont pas plu du tout. Et il faut savoir que préparer une formation comme celle qu'on vous a vendue, c'est au minimum 30 à 40 heures de travail. Donc, c'est énorme. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous permettre de vous dire on va lancer 8 formations et on va passer 240 heures à préparer les formations et ensuite on les commercialise et si ça ne marche pas, on est mort.
Du coup, on a passé 3 heures sur chaque landing page. D'autant plus qu'on a l'habitude des templates, etc. On a fait de la prospection et on a pris toutes les formations qui se sont bien vendues, qui se sont bien pré-vendues. On a commencé à les tourner instantanément et du coup, on est sûr qu'on tourne des formations qui seront achetées et sur lesquelles il y a du potentiel. Et il y a certaines de ces formations qui ont complètement bidé. Alors, je ne vous dis pas lesquelles parce que c'est une question vis-à-vis de la concurrence. Je n'ai pas envie qu'ils savent, qu'ils aient cette information, pardon. Et on répondra aux questions sur tous les outils, etc. Donc voilà, fake it until you make it. Et pareil, si vous faites du coaching en ligne, si vous faites de la formation, si vous voulez lancer, faire de la vente, si vous voulez lancer une nouvelle activité, etc. pour des particuliers, j'ai des boîtes en B2B qui sont passées en B2C, etc. Le concept de faites comme si le produit existait jusqu'à ce qu'il existe vraiment, voyez s'il y a de la demande, c'est vraiment parfait. Et aujourd'hui, si vous faites ça correctement, et on parlera d'outils, c'est quasiment impossible pour un utilisateur de savoir si le produit existe ou pas. Ce qui veut dire que ce que disait tout à l'heure David, ça ne fait aucune différence dans votre acquisition client. C'est-à-dire que vous n'aurez quasiment aucune différence de taux de conversion si le produit existe ou n'existe pas. La seule différence, c'est que dans un cas, vous aurez passé 40, 50, 100 heures à bosser le produit et dans l'autre cas, vous n'aurez absolument pas passé de temps. Ce qui veut dire que l'échec fait beaucoup moins mal. Quand on a passé 3 heures à faire une landing page et ça ne fonctionne pas, on peut pivoter, on peut itérer sur la semaine suivante. Quand vous avez bossé 100 heures sur un projet qui ne fonctionne pas, vous avez perdu beaucoup de temps, vous avez perdu de l'argent et du coup, vous avez tendance à moins admettre l'échec et à vous acharner. Et j'insiste aussi sur ce que disait David, il faut absolument aller parler à vos utilisateurs. J'ai beaucoup trop de personnes qui ne parlent même pas. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé une quinzaine, une vingtaine de personnes pour leur parler de nos formations avant de les développer. Et même en faisant ça, le problème, c'est qu'on a quand même des formations qui étaient intéressantes, mais qui n'ont pas été achetées, alors même que des gens nous avaient dit que c'était intéressant. Donc, voilà. Après, on ne va pas parler de l'interview consommateur de façon hyper détaillée, etc. Mais voilà. Toi, David, du coup, on parlait d'interview consommateur. Juste, la question, c'est comment est-ce que tu vas chercher des clients qui pourraient être intéressés au début, quand tu es encore à la phase de conception? Parce que tu en parlais, c'est cool, mais là, comment tu vas les chercher? Comment tu fais pour parler à des gens? Alors, nous, on a plusieurs stratégies et ça dépend vraiment du type de client qu'on essaie d'aller chercher. Déjà, la première grosse catégorisation, c'est évidemment si tu cherches des clients B2C ou B2B. On ne va pas Ouais. du tout avoir la même stratégie. Si on est en B2C, la version low cost, entre guillemets, c'est d'aller un peu sur nous, ce qu'on fait, hein, c'est d'aller un peu sur des groupes Facebook, d'aller poster des formulaires qui parlent très peu du projet, mais plutôt qui parlent plutôt du type de personnes qu'on recherche, de mettre parfois une petite carotte à la clé, une carte cadeau, un bon de réduction ou quelque chose comme ça. Les gens répondent au formulaire, il y en a une centaine qui répondent. Sur les 100, moi, j'essaie de regarder quel profil m'intéresse vraiment et je vais aller les chercher. L'autre côté, c'est en fait aussi, tu peux aussi commencer à construire ta landing page et ensuite la poster dans des groupes ou faire de la pub, dire cliquez ici pour avoir un lien d'accès à la bêta. Et en fait, au lieu d'avoir un lien d'accès à la bêta, bah, tu l'appelles ou tu essaies de le rencontrer et là, tu fais ton interview utilisateur. D'ailleurs, moi, ce que je faisais sur les ventes là-dessus, pour dire en B2B, avant de te laisser reprendre la parole, c'est vraiment que moi, par exemple, j'appelais des personnes, je leur vendais mon produit au téléphone, donc je n'avais pas de landing page, et je leur disais voilà ce que je vous propose. Par exemple, les formations, je les ai vendues au téléphone à des accélérateurs de grands groupes, et j'ai vu quel écho ça faisait, alors qu'on n'avait pas encore de landing page. En fait, ça m'a servi d'interview utilisateur, ça nous a permis de nous orienter. Donc voilà, vous n'êtes même pas obligé de dire que vous êtes en train de faire une interview utilisateur, parce que quand vous dites que vous êtes en train de faire une interview utilisateur, souvent ça crée un biais. Et si la personne elle a vraiment l'impression que vous vendez, vous êtes en condition quasi réelle. Inversement, si vous êtes, donc là, désolé, on va donner des avis contraires. Si vous essayez de démarcher les gens en essayant de leur vendre quelque chose, ils vont avoir beaucoup plus de réticence à accepter l'interview que si vous dites « je suis au début d'un projet, on fait les choses de manière exploratoire. Vu que vous êtes un expert du domaine, on aimerait vous parler de cette thématique-là ». Et parfois, les gens sont un peu moins réticents, en fait, parce qu'ils ont juste compris que vous alliez leur demander leur avis et les gens sont très contents de donner leur avis. Et vous allez pouvoir avoir ce point d'entrée-là pour faire l'interview. La deuxième chose, c'est que si vous ne rentrez pas directement dans un discours de vente, ça veut dire que vous n'avez pas forcément une solution identifiée en tête et que vous allez pouvoir faire une interview sur des sujets beaucoup plus larges que si vous êtes dans un discours de vente. Donc nous, ce qu'on dit sur les interviews, c'est qu'il faut souvent partir de la thématique, ensuite parler du problème. Une fois qu'on a bien détaillé tout le problème et la psychologie du client ou de l'utilisateur autour de ce problème-là, là seulement introduire la solution et regarder comment les gens réagissent.
Donc oui, tu as raison, il peut y avoir un biais parce qu'on est dans le cadre d'une interview, mais le but est aussi de construire l'interview pour qu'il y ait le moins de biais possible. En fait, c'est vrai que tu as raison. Moi, je ne suis pas un expert pour le coup des interviews utilisateurs. J'ai tendance à commencer à poser des questions de façon très libre autour de moi. Et après, comme je commence à avoir un carnet d'adresses assez rempli, ça fait 2 ans que je fais de l'acquisition. On a eu 250 boîtes. J'appelle les gens qui répondent aux personas. Et en fait, tu as raison, ce n'est pas vraiment une vente parce que c'est des gens qui sont très bienveillants vis-à-vis de moi. Et je leur dis, OK, mec, j'ai un nouveau produit. Qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, ils vont se laisser tenter parce qu'ils me connaissent et ils vont répondre honnêtement aux questions. Et du coup, je vais dans une dynamique de vente. Mais tu as raison, si c'est des gens que tu ne connais pas et que tu es vraiment en cold, à froid, tu risques de ne pas arriver à les contacter. Donc, je pense que tu as Voilà. raison, il faut adapter sa technique en fonction de est-ce que j'ai accès ou pas à mes clients potentiels, est-ce que c'est des gens que je connais qui ont une bienveillance naturelle envers moi ou pas en fait. Et pour finir de répondre à ta question sur le B2B, en fait, nous, on utilise principalement LinkedIn pour aller trouver des gens. On utilise LinkedIn Sales Navigator, qui est la version premium de LinkedIn pour bien cibler des gens. C'est un peu le Google de LinkedIn, quoi. Alors que la recherche classique de LinkedIn, c'est un peu le Bing. Voilà. Ouais. Voilà, vous avez enfin Google dans LinkedIn. Ils ont gardé toutes ces fonctionnalités-là pour la version Pour payante. seulement 40 euros par mois. 80 d'ailleurs, je crois. Ouais. Mais Ça dépend du plan. Ouais. Le bon plan, il est à 80. voilà, mais vous avez un mois gratuit, donc ça suffit pour faire votre phase d'exploration. Voilà. Et du coup, on nous pose déjà des questions sur les outils. Alors là, on a donné très rapidement, on a donné le concept, mais je pense que ça suffit pour y creuser. OK, c'est génial, génial, pour faire des landing pages, il faut aller sur LinkedIn Sales Navigator et compagnie. On a compris le concept, il faut faire comme si le produit existait déjà. Mais qu'est-ce qu'on utilise comme outil? Et c'est là, comment est-ce qu'on fait pour aller vite? Parce que là, nous, on parle de landing page, on dit qu'on l'a fait en 3 heures. Merci Grégoire, tu l'as fait en 3 heures. Moi, je ne sais pas coder. Je ne sais pas à quoi ressemble une bonne landing page. Là, tu me parles de faire la prospection, c'est le navigator, je n'y ai jamais touché. Qu'est-ce que je fais? C'est peut-être aussi le moment un petit peu, après ce côté un peu plus pirate, de parler un peu aussi du mouvement no code. Ah, je t'ai perdu, Grégoire. C'est bon, vous m'entendez? Excusez-moi, ça a coupé. Ouais, c'est bon, t'es revenu. Mais Ouais, vas-y, donc sur le no-code, comment est-ce qu'on prototype rapidement? Quels outils il faut utiliser? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, un petit peu sur le no-code dont on entend parler depuis 6 mois, 1 an? Ouais, tout à fait. Alors déjà sur les landing pages, pour répondre directement à la question de Théophile, il y a un grand spectre en fait d'outils qui permettent de construire des landing pages sans savoir développer. Et en fait, il y a aujourd'hui des outils qui permettent de construire un peu tout et n'importe quoi, jusqu'à des algos de machine learning, sans savoir faire de dev. Je vous posterai, d'ailleurs, je vous poste tout de suite en lien une toolbox, une boîte à outils que nous on a sur notre site qui répertorie plein d'outils en fonction de ce que vous voulez faire. Sur la landing page spécifiquement, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que vous voulez un truc où vous allez pouvoir rentrer vraiment dans le détail de tout, mais qui va vous prendre un peu plus de temps, ou est-ce que vous voulez un truc hyper basique et qui va vous permettre d'aller très vite? Le plus basique et le plus facile à utiliser, c'est-à-dire que je l'ai donné à ma mère, elle a fait son site en 2 heures, il s'appelle Strikingly. Franchement, celui-là, il est pris en main immédiate. Le design ne sera pas dingue, vous n'aurez pas beaucoup de liberté, ça vous évitera de faire des bêtises aussi de niveau design et vous prendre la tête sur des trucs qui ne servent à rien. Strikingly, en 1 heure, vous avez votre landing page et go. Un peu plus customisable, un peu plus avancé dans les possibilités de faire du design et du coup ça donne des résultats un peu plus sympas. C'est ce qu'on a utilisé pour faire le rouleau. Il y a Weblium. Ça, si vous aimez bien un peu bidouiller, pour moi c'est le meilleur en ce moment. C'est le meilleur ratio entre capacité de customisation et facilité d'utilisation quand même. Donc Weblium, c'est un peu notre petit chouchou. Et ensuite pour les plus tech, mais ça franchement si vous avez pas l'habitude de la bidouille, je vous le recommande un peu moins, même si c'est l'outil que Germinal utilise tout le temps. Il y a Webflow, mais c'est un peu plus expert. C'est plutôt pour ceux qui ont l'habitude de faire la machine à créer des landing pages comme Germinal. Voilà, pour vous montrer, la landing page qu'on vous a montré qui est quand même cool, a été faite sur Webflow. Et nous, ça nous prend 3-4 heures. Alors après, une fois de plus, on a un template, on a l'habitude, quand on bosse pour des clients, la première landing page, c'est plutôt 12 heures de taf. Mais quand c'est pour nous-mêmes, on a déjà des éléments de copywriting, etc. Et quand vous travaillez pour vous-même, vous allez toujours plus vite que pour vos clients. Mais oui, je suis d'accord, Strikingly. Pour vous donner un ordre d'idée, je connais une boîte qui a fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur Strikingly. Donc, ils sont lancés, ils ont fait un Strikingly, ils l'ont un peu customisé, ils ont réussi à faire jusqu'à 1 million. Là, ils ont changé de site pour aller sur un truc plus beau. Mais vous pouvez faire votre premier million d'euros sur Strikingly. Il faut savoir que plus vous avez une solution évoluée, plus vous aurez meilleur sera votre design, meilleur sera votre site, plus vous aurez de chances de convertir. Mais il faut savoir que si vous avez une adéquation produit-marché, un product market fit très fort, c'est-à-dire un produit qui répond à une demande,
et en ce que j'appelle en ce moment un product pandemic fit, c'est-à-dire un produit qui répond aux besoins ou un service qui répond aux besoins créés par la pandémie, euh, même si votre landing page n'est pas belle, vous aurez quand même énormément de conversions. Donc, plus vous avez une traction forte sur votre produit, plus vous pouvez vous permettre d'avoir une landing page pas très belle, la prospection qui n'est pas hyper cool, ou un MVP, on en parlera après, un produit derrière qui n'est pas hyper calé. En fait, plus vous êtes dans une situation où vous avez une traction forte, plus vous pouvez vous permettre de dégrader la qualité du produit, de dégrader la qualité de la prospection, etc. Parce que les gens sont capables d'aller plus loin et de voir au-delà des problématiques. Et comme on est dans une période en ce moment extrême, les gens pardonnent beaucoup plus le quick and dirty, donc rapide et sale, ce qui n'est pas vraiment le cas. Si vous lancez un projet dans une période normale avec des compétiteurs, vous ne pouvez pas vous permettre de faire du quick and dirty. Il faut faire les choses très proprement, sauf si vous innovez. Mais c'est beaucoup plus dur d'innover dans une période où les conditions autour de soi, l'atmosphère ne change pas. C'est-à-dire quand ça fait 10 ans que vous êtes en croissance et que les règles du jeu n'ont pas changé depuis 10 ans, c'est plus dur d'innover, même si c'est notre métier de faire innover des boîtes. Ce n'est pas l'enjeu de la discussion, comment innover dans une période de stabilité. Mais dans une période d'instabilité comme celle-là, on vous recommande de faire les choses vite avec des outils comme ça et de ne pas hésiter à faire des choses dégradées. De toute façon, vous risquez d'avoir une traction qui va être énorme. Du coup, une fois que les personnes elles se sont inscrites sur ta landing page, etc., tu peux en avoir. Il y en a certains que tu peux avoir pour ce que tu disais pour une bêta. Alors, en fait, c'est des entretiens cachés, des entretiens qualitatifs cachés. OK, ma landing page, j'ai les inscrits, c'est génial. J'ai des KPI. J'ai par exemple 300, 400 inscrits. J'ai fait dans un groupe Facebook, ça a très bien marché. J'ai fait l'acquisition sur LinkedIn. J'ai 15 ou 20 rendez-vous de mecs qui ont demandé des devis sur ma landing page. Le produit n'existe pas encore. Qu'est-ce que je fais? Ok, donc là, c'est le moment où, en effet, la vague no-code vient un peu à ton secours. Donc, no-code, c'est un mouvement qui désigne tous les outils qui permettent de construire des produits, souvent des produits digitaux, sans avoir de compétences techniques. Un des plus connus, par exemple, ça serait peut-être Shopify, qui permet de construire un e-commerce super simplement, sans savoir coder et avec un back-end déjà structuré pour gérer l'inventaire, la logistique, etc. Mais ensuite, tu peux aller beaucoup plus loin. Par exemple, si tu veux faire des applications mobiles ou des applications en ligne, des web apps, il y a des outils comme Bubble qui permettent de faire des web apps où tu peux même acheter des templates déjà tout faits sur une marketplace qui s'appelle Zero Code. Et ça te permet, bon, il y a une petite courbe d'apprentissage quand même, mais pour quelqu'un qui ne sait pas développer, tu peux quand même en 2 semaines avoir une plateforme en ligne. Une application, tu peux avoir ton application mobile, quoi. Et voilà. Alors, ton application mobile sera plutôt un petit nouveau qui s'appelle Adalo, que j'aime beaucoup. Tu construis vraiment ton application en drag and drop. Il va falloir que tu comprennes un peu quand même les logiques d'une application, c'est-à-dire des événements, c'est-à-dire quand je clique ici, qu'est-ce qui se passe, les logiques de base de données un petit peu, mais c'est très appréhendable et les tutos sur Bubble et sur Adalo sont très bien faits pour commencer doucement. Donc pareil, tu peux avoir une application mobile assez vite. Donc, si tu veux lancer une appli mobile ou un site e-commerce pour pivoter, que ce soit un restaurant, une salle de fitness ou autre, et que tu te dis, il faut que j'aille voir une agence web, ça va me prendre 2 mois, 3 mois, 50 000 euros, on est d'accord que tu n'y es pas du tout là. C'est ça, exactement. Là, c'est des produits qui vont te faire peut-être payer un abonnement à 10 balles par mois, que tu peux. Et surtout, le plus important dans cette histoire d'itérer, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est que si tu passes avec une agence web, déjà le temps de faire le brief, le temps qu'ils développent dans un code custom, le produit, ça va te prendre déjà minimum 1 mois, hein, même plutôt 2. Et ensuite, à chaque fois que tu voudras faire une modification, parce qu'en fait, ton produit, il n'est pas exactement aligné avec le besoin de ton consommateur, comme j'ai dit, tu vas te planter un certain nombre de fois et c'est OK. À chaque fois que tu voudras refaire une modification, ça va te recoûter de l'argent et ça va te reprendre du temps. Si c'est toi qui as la main sur ton produit, si c'est toi qui as commencé à bidouiller ton application sur Adalo ou sur Bubble, tu as la capacité d'itérer tout seul en fonction des retours de tes clients. C'est-à-dire, si tu as rajouté une fonctionnalité qui ne sert à rien, tu peux la virer et en créer une nouvelle en une journée. Et donc, ça, c'est hyper important, en fait, parce que ça fait que la personne qui fait la vente et la personne qui fait le produit, c'est la même personne, c'est toi. C'est le project manager, c'est le CEO, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais c'est toi. Et je pense que dans ces temps d'incertitude, pouvoir réagir vite, c'est important. Moi, j'ai vu l'exemple de boîtes qui ont lancé un produit, ça leur a mis 1 mois pour lancer le produit, donc très rapide. Ils se sont rendus compte que ça n'allait pas.
Ils ont appelé l'agence, donc ils sont vus le mardi. L'agence leur a dit on peut se voir lundi. Ils ont fait lundi, donc le lundi de la semaine d'après, qui a fait le brief au dev le jeudi, qui allait hyper vite, qui a fait ça en une semaine. Mais en fait, et qui ensuite a fait une réunion le lundi pour présenter. Il y a eu quelques ajustements et le vendredi d'après, c'était bon. Donc en fait, l'agence était au taquet. Tout le monde était au taquet, hein. Je veux dire, là, on est sur des délais hyper courts avec des gens disponibles. Mais au lieu de le faire en 3 jours chez soi ou en 2 jours, en fait, il y a eu 3 jours de taf, 4 jours de taf des devs. On aurait pu le faire sur un truc. Donc, du coup, c'est un peu mieux que sur une appli, sur des trucs no-code parce que c'est un peu plus performant, c'est un peu plus custom, etc. On va dire pour l'utilisateur, c'est 10 ou 15% de mieux, on va dire maximum. Mais c'est quand même, si vous avez une appli avec des dizaines de millions d'utilisateurs, ça fait une énorme différence. Mais là, ce n'est pas encore le cas. Par contre, le problème, c'est qu'au lieu de faire les modifs en 2 jours, vous les avez fait en 3 semaines. Et si vous devez faire 3 modifs, ça veut dire qu'au lieu d'y passer 6 jours, on va dire étalé sur 2 semaines, vous allez y passer un mois et demi. Et dans une période où vous devez innover rapidement, ça vous coûte beaucoup. Pendant ce temps, vous avez des salariés qui sont au chômage partiel, vous avez le marché qui change et du coup, vous vous retrouvez dans une situation compliquée. Donc, on voit que lancer une appli, c'est facile. Enfin, c'est facile. On peut l'apprendre. Si ça vous intéresse et qu'il y en a qui ont encore du temps après, c'est pas juste pour faire de la pub, hein, mais il y a mon associé Michael Koenka qui fait à midi une conférence sur les 10 outils no-code qu'il faut connaître pour lancer n'importe quel projet. Je vous ai mis le lien dans le Zoom. Si vous avez encore un peu de temps après, vous aurez tout. On me pose la question, et ça, c'est une vraie question. Donc, on peut aller vite, on peut prototyper rapidement. Donc, on fait une landing page, on fake, on voit ce que ça fonctionne, on prend des mecs au téléphone. Après la landing page pour comprendre le produit. On itère sur le produit ou le service hyper rapidement avec Bubble, Adalo. On peut faire sa landing page sur Striking hyper rapidement. Ok, c'est cool, mais c'est quoi les limites, par exemple, d'un Bubble ou d'un Adalo si le projet est grossit? Et à partir de quel moment ça peut poser un problème? Alors, franchement, c'est des solutions qui sont quand même assez robustes. Ce n'est pas forcément une question de nombre d'utilisateurs, c'est plutôt une question de fonctionnalité qui va te manquer. Franchement, c'est très spécifique à chaque produit. Oui, à un moment, a priori, Bubble et Adalo, ça ne fera plus le taf et il faudra intégrer quelqu'un d'autre, mais tu peux aller beaucoup plus loin que juste du bootstrap et du test avec ces outils-là. Tu peux vraiment créer des services. Moi, j'ai un pote qui a utilisé Bubble pendant 2 ans et au bout de 2 ans, il a revendu sa boîte à un de ses concurrents. Il était encore sur Bubble. D'accord. Et il faisait un produit B2B à destination des grands groupes, une marketplace qui tournait. Parce qu'en fait, ça dépend si le cœur de ta valeur est dans la tech ou le cœur de la valeur est dans ton service. Si le cœur de valeur est dans ta tech, oui, tu vas vite devoir switcher. Mais si le cœur de valeur est dans ton service et que tu n'as pas un trafic démesuré, en fait, ça peut tenir assez longtemps. Moi, j'ai des clients, on a lancé un MVP avec eux, avec des outils encore un peu plus Un MVP, c'est un produit, produit minimum viable, c'est le produit avec le moins de fonctionnalités possible, mais qui apporte suffisamment de valeur pour que les clients l'utilisent. Voilà, et le plus facile à construire. Et là, du coup, on avait vraiment fait un truc bricolé avec des outils qui s'appellent Airtable pour gérer la base de données, Zapier pour automatiser des choses entre des outils, Mailjet pour de l'envoyer de mail. On avait fait une plateforme comme Airbnb, mais avec ces 3 outils-là, ça nous a pris 2 jours. Et on s'est dit, ça, c'est juste le premier produit, c'est juste le MVP. Quand ça va grossir, vous embaucherez un dev, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont saturé leur marché tellement vite que le produit n'a jamais été plus suffisant et leur job n'a pas été de faire un truc plus performant. Leur job a été de dupliquer ce modèle-là sur d'autres verticales parallèles. Et aujourd'hui, c'est une boîte qui fait plusieurs millions de chiffres d'affaires et ils tournent encore sur du Airtable, Zapier, Mailjet. Et si je peux vous dire un truc, c'est que pendant une crise comme on est là, la valeur, elle sera très rarement dans votre techno, elle sera très souvent dans le service que vous apportez. C'est-à-dire dans des situations extrêmes comme on a là, votre outil, c'est pas comme WhatsApp de dire ou Zoom. Alors Zoom, c'est bien, mais ça a été construit avant. Ce sera vraiment de répondre à un nouveau besoin très rapidement. Ce ne sera pas de dire OK, j'ai une infrastructure technique qui peut tenir des dizaines, des centaines de millions d'utilisateurs. Ce ne sera pas votre problématique. Ce qui est par exemple, par exemple, Zoom a été construit sur la performance, c'est-à-dire Zoom, ils ont dit nous, on fait une appli de visio qui marche et on est les premiers à faire ça. Mais c'est parce qu'on est dans un secteur où il y a énormément d'applis de visio et que du coup, il faut être le plus performant et celui où ça bug le moins. Si les applis de visio s'étaient créées pendant la crise, je peux vous assurer que juste le fait de voir la personne en face de soi, même si ça buguait un peu, les gens ils auraient dit je prends cette appli parce que c'est beaucoup mieux que rien. Et là, on est plutôt dans cette situation-là. Donc, pour vous rejoindre, je pense qu'il n'y aura pas de limite.
il y aura moins de limites. Ah oui, les liens, en effet, tu avais juste parlé, t'avais À parlé tous à les juste conférencier. conférenciers, désolé. Mais c'est pareil, on vous a mis le poisson d'avril de STFU, le rollo.startupfuckup.co, ça vous montre qu'on peut vraiment faire du fake à partir d'une landing. Il y a même des gens qui ont cru que ça existait et qui se sont inscrits. Tout à fait. Même s'ils Euh, trouvaient le prix un peu scandaleux. Voilà, ils trouvaient que le prix était un peu cher, mais ils sont quand même inscrits. Donc, pour vous dire qu'on peut vraiment faire du fake, même le 1er avril, avec une belle landing page, ça passe, quoi. Donc, il y a Là, il y a une question peut-être pour toi, Grégoire, sur la partie analytics des landing pages. Comment tu vois le trafic que ça génère et ton taux de conversion? alors, très basiquement, par exemple, sur Strikingly, vous pouvez installer Google Analytics. Donc, vous mettez juste votre bout de code. Je crois qu'il faut passer Strikingly en payant. On ne l'utilise pas beaucoup, mais vous mettez votre bout de code et vous avez Google Analytics installé. Donc, c'est hyper facile. Après, en termes de ratio, moi, ce que je regarde, c'est le nombre de visiteurs sur la page par rapport au nombre de personnes qui convertissent. Donc, en gros, on regarde le nombre de gens qui cliquent sur la pub ou dans l'email. Donc, c'est le CTR, c'est le taux d'interaction. Ensuite, on regarde le nombre de personnes qui sont arrivées effectivement sur la page, parce que vous en perdez des fois avec le problème de chargement de page. Le nombre de personnes qui cliquent sur l'appel à l'action et le nombre de personnes qui vont au bout de l'appel à l'action, donc qui laissent une demande de devis, qui laissent leur email pour avoir un accès à la bêta, qui une précommande, qui pensent faire un achat, etc. Et en fait, on regarde ce ratio. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur une landing page, si vous avez un vrai besoin, vous aurez généralement au-dessus de 15% de taux de conversion. C'est-à-dire le nombre de personnes qui arrivent sur la page vs le nombre de personnes qui vont jusqu'au bout. S'il y a 3-4 questions, hein, pas s'il y en a 50, mais généralement, vous avez plus de 15%. C'est énorme, mais c'est ce à quoi vous devez vous attendre si vous voulez vraiment commencer un business sur les chapeaux de roue pendant cette période. Si vous répondez à un vrai besoin, vous aurez des taux qui sont énormes. Pareil sur les taux de clics. Si on vous envoie des emails, vous aurez un taux d'ouverture de l'ordre de 50%. Un taux de clic sur les emails, vous aurez sans doute 25 ou 30% des gens qui auront ouvert l'email, attention, qui cliqueront ou qui vous répondront. Ça, c'est des taux énormes, mais c'est des taux qu'on attend, qu'on a vraiment un produit magnifique. Pareil, sur des pubs, vous aurez 3, 4, 5% de taux de clic, alors que normalement, on est plutôt aux alentours de 1,2%, 1,3%. Donc Et voilà, du coup, vraiment, il faut. ça coûte combien d'avoir un lead comme ça si on passe par exemple, on fait toute la chaîne depuis une pub Facebook jusqu'au fait que le mec il ait rempli ton… Actuellement, nous, sur des clients qui sont sur des produits pandémiques fixes, donc on arrive, Facebook est moins cher en ce moment. On arrive à avoir des leads très sérieux, donc sur des leads sur des gens qui sont des demandes de devis, hein. C'est des produits qui n'existent pas, mais c'est des demandes de devis, donc c'est des gens qui pensent pouvoir acheter. On arrive sur la plupart de nos marchés à être entre 8 et 15 euros sur Facebook Ads. Et en email, on arrive à avoir un taux de conversion de l'ordre de 5 à 6%. C'est-à-dire si vous envoyez 100 mails, vous avez à peu près 5 à 6% des 5 à 6 personnes qui vont vous demander une devis. Voilà, ça, c'est des excellents ratios en temps de crise, quand vous avez un produit ou un service qui répond à une demande très concrète. Nous, par exemple, on bosse avec une boîte qui fait du pivot, qui aide les commerçants en ligne, les commerçants physiques, à se mettre en ligne en 2 semaines, créer un site Shopify, créer tout un inventaire pour le paiement, etc. Donc, c'est complet. C'est-à-dire c'est la solution complète avec le bac, etc. Fait en 1 ou 2 jours pour un prix modique. Et on arrive à avoir des leads pour quelques euros. Parce qu'on répond à un besoin qui est celui des commerçants. Ça leur permet de se transformer hyper rapidement. Du coup, on a des leads, on a beaucoup de leads pour très peu d'argent. Et ça, c'est pareil, c'est une solution qui a été lancée en 2 semaines à partir de la crise. C'est un produit qui, à la base, devait être lancé par la boîte, mais il s'était donné une roadmap à plusieurs mois, voire peut-être même plusieurs années. Et là, ils ont dit, OK, on priorise et ça fonctionne très, très bien. C'est comme là, dans 2 heures, je vais interviewer Raphaël Delavergne, qui est le cofondateur et CEO de Totem. Totem, qui est une boîte qui faisait de la livraison de produits alimentaires pour les entreprises, un peu la cantine d'entreprise en mieux, enfin la cafette d'entreprise en mieux, avec des livraisons de produits frais tous les jours. Et puis, ils ont vu leur chiffre d'affaires passer de plusieurs centaines de milliers d'euros par mois à 0 en une semaine. Donc, mis à part les faits que pendant 4 jours, ils ont réfléchi à comment restructurer, c'est-à-dire couper tous leurs coûts inutiles, une semaine après, ils s'étaient lancés sur le B2B. Et justement parce que et c'était un projet qu'ils avaient dans Le B2C, les tu veux cartons dire. sur le B2C, pardon, merci. C'est un projet qu'ils avaient dans les cartons depuis pas mal de temps, mais en une semaine, là, dans la crise, ils ont fait leur pivot et en une journée, ils avaient déjà leurs 100 premières commandes. Ouais, ça, c'est vraiment la logique. Ils ont fait un site pour les particuliers. Ils ont envoyé du trafic dessus. Ils ne se sont pas posé de questions. Ils n'ont pas réfléchi à la couleur du site. Ils ont sans doute fait ça sur un outil qui permet de prototyper hyper vite. Derrière, ils ont mis des cartes blanches en disant OK, les gens paieront par Stripe ou par PayPal. On verra plus tard. C'est pareil, vous pouvez faire des intégrations. Vous pouvez vous dire OK, peut-être qu'on aura des problèmes de sécurité. Si on vend 100 000 commandes par jour, il faudra qu'on revoie. Mais c'est pareil. Moi, j'ai des boîtes qui me disent oui, j'utilise pas telle solution parce qu'en termes de sécurité, ce n'est pas 100%. Quand vous êtes en période de crise, le fait qu'il y ait une personne sur 1000 où il peut y avoir un problème, vous le remboursez, c'est pas grave. Donc, et voilà. Et eux, ils ont pivoté en 5 jours et ils ont typiquement utilisé l'outil no-code. C'est-à-dire, ils n'ont pas pris leur équipe de dev, ils n'ont pas pris une agence pour faire leur site web. Ils ont appelé des gens, ils ont vu le problème, ils n'ont pas fait une équipe de dev, ils ont commencé par faire des choses qui s'activent hyper vite, des groupes Facebook, de la publicité sur Facebook.
des contacts qu'ils peuvent avoir déjà, etc., utiliser leurs outils, ils sont allés hyper vite. Là, donc, on a vu 2 études de cas très rapidement. Donc, juste le cas de la boîte qui a créé un produit pour les commerçants et l'autre cas d'une boîte B2B qui a perdu tout son chiffre d'affaires, qui est passé en B2C en faisant une landing page, en faisant des commandes avec du Stripe, etc., avec les outils qu'on vous a cités et qui a réussi à faire son chiffre d'affaires. Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y en a dans le chat qui aimeraient bien nous donner leur business actuel et qu'on les utilise pour faire une étude de cas. Là, il nous reste 10 minutes. Donc là, voilà, on est avec vous. On peut discuter de cas très concrets, vous donner des outils, vous donner des conseils. C'est le moment de poser des questions dans le chat. Et si vous n'avez pas d'idée, on pourra prendre un exemple que je connais. Mais... Oula, ok. Oula. Bon, On s'est réveillé d'un coup. Margot est arrivée en première. Ouais. On est un SaaS B2B qui apporte une solution de productivité, écran d'affichage dynamique dans les ateliers industriels, mais avec un onboarding un peu lourd, entre guillemets, et un ROI assez long. On nous conseille de faire du CA sur du service pour tenir. En gros, ils mettent en place des écrans dans les usines et en gros, ça te permet de voir, quand tu arrives sur ta chaîne de montage, tu vois les objectifs que tu as, est-ce que tu es bien, est-ce que tu n'es pas bien. Là où avant, il n'y avait juste jamais de data, ils ne savaient pas où ils en étaient, ils ne savaient pas si c'était productif. Et c'est quelque chose de physique parce qu'en fait, les gens, ils ne vont pas regarder une appli tous les matins. Ils arrivent dans leur écran, ils arrivent sur la ligne de production. La question déjà, Margot, est-ce que tes clients, est-ce qu'ils ont arrêté de produire ou est-ce que c'est tout simplement qu'ils ont considéré que c'était des coûts qui aujourd'hui étaient des coûts à couper? Fermés, ok. C'est cassé l'ambiance. Ok. Et comment donner, bien sûr. MDA. Non, là, je pense que la chance que tu as, entre guillemets, alors excuse-moi, c'était un mauvais mot, mais on commence à connaître à peu près quel est l'horizon temporel auquel ça va réouvrir. Globalement, Macron a dit le 11 mai, on rouvre les vannes. On ne sait pas comment elles vont rouvrir, on aura les infos bientôt. Mais au moins, ça te donne un peu une histoire de date de début. Grégoire, j'ai l'impression que tes clients, eux, ils se préparent à la rentrée. Ils préparent leur campagne de com, ils retapent un coup sur leurs produits, sur leur business model, mais surtout, ils préparent leur acquisition beaucoup pour envoyer du lourd dès que ça rouvre. Exactement. Là, pour moi, l'objectif pour toi, c'est… Alors, il faut faire du service pour tenir, etc. On va voir la partie pivot, mais en gros, il y a 2 façons. Soit on adapte son produit, soit on adapte son marketing et sa stratégie. Je pense que là, du coup, dans ton cas, vu que c'est extrêmement compliqué, tu as des clients qui ont coupé, on sait que ça va finir dans un mois. Donc, en fait, c'est hyper dur de dire, OK, vas-y, le truc va reprendre sans doute dans un mois ou un mois et demi. Donc, c'est compliqué de te dire de pivoter, etc. Mais on fera l'exercice après très rapidement. Mais en gros, là, moi, ce que je pense pour toi, c'est vraiment de dire, OK, c'est le moment de communiquer, c'est le moment de faire des webinaires sur préparer du contenu, donc du livre blanc, essayer de réfléchir à tout le contenu qui pourrait aider ta cible, de faire des campagnes de prospection par email, de voir si du live, ça peut fonctionner. Ça peut être très intéressant. S'ils ont du temps, ça peut être le bon moment pour faire des lives. Donc, je pense que prépare ton acquisition, commence à faire des campagnes. À partir du 11 mai, il n'y a pas toutes les boîtes qui vont se remettre à faire de l'acquisition en ligne. Donc, maintenant qu'on a une date, c'est intéressant de commencer à faire de la prospection et de faire du contenu live. Donc, c'est un bon moment pour toi d'orienter un peu sur cette stratégie market. Et un autre point, la question c'est est-ce que à ces mêmes clients qui sont des industriels, tu ne pourrais pas leur vendre de la formation en ligne? Et moi, je pense que pour toi, tout l'enjeu, c'est de leur vendre de la formation en ligne sur quelles sont les bonnes KPIs pour driver son équipe, comment manager une équipe, comment les tenir au courant. En gros, aller sur des problématiques sur les managers pour leur expliquer voilà, comment mieux manager son équipe sur un site de production et avoir des meilleurs résultats. Ça peut être une solution. Et la deuxième solution, c'est apporter peut-être aussi faire de la formation pour les équipes et leur expliquer comment ils peuvent utiliser les KPIs pour être plus efficaces, etc. Et en gros, vraiment faire une formation sur ton cœur de métier qui est le fait d'apporter de la donnée à tes clients et de faire cette formation en ligne, quelque chose qui scale et qu'en fait, ça te permette de mettre un peu un pied dans la porte et que ces clients-là, et même de vendre ça à tes clients et aux gens qui ne sont pas tes clients pour qu'à la sortie, tu puisses aller les aider. Et là, tout simplement, c'est faire une landing page sur Webflow ou Strikingly. Comment il s'appelle? Thinkific, on utilise nous pour faire nos formations en ligne. Ouais. Thinkific, j'arrive pas. Thinkific, comme terrifique, mais avec think au début. Voilà, Thinkific. Et ça, c'est un très bon outil pour faire des formations. Tu peux les lancer. Tu peux prendre des paiements par Stripe. Et après, tu peux prendre, il y a des providers, des gens qui font du service pour la formation pour que tu sois remboursé. Et en fait, ils prennent 10 ou 15%, mais ils font les papiers pour toi et tu n'as pas besoin d'être immatriculé pour faire de la formation. Voilà, on essaie de trouver des idées. Ok, top. Désolé. Bon, Margot, n'hésite pas si tu as besoin, tu pourras m'appeler vu qu'on se connaît un peu. J'ai une agence immobilière. Alors, est-ce que tu as des idées pour une agence immobilière?
Une agence immobilière, alors là, ce n'est pas forcément le marché que je connais le mieux. J'imagine juste que c'est un marché qui va beaucoup bouger en ce moment et que les problématiques, soit des agences immobilières, soit des gens qui cherchent à acheter, et que ce soit en B2C ou en B2B d'ailleurs, vont pas mal changer. C'est-à-dire que les gens seront plus dans la même mentalité, ne chercheront pas forcément des choses au même endroit. Moi, la grande question que je me suis posée, c'est est-ce que les entreprises vont chercher à avoir plus des bureaux un petit peu partout dans une ville pour que les gens soient près de leur bureau plutôt que ou au contraire se reposer beaucoup sur du coworking, ou en tout cas beaucoup plus qu'avant. Je pense qu'il va y avoir pas mal de shifts dus à ce qu'on a vécu pendant le confinement, l'émancipation du remote, etc. Et que de là, du coup, c'est peut-être parmi les business qui vont le plus se réinventer. Et que là, du coup, il faut être en permanence au contact de ses clients pour avoir une idée pour sentir le vent, quoi. Moi, si je devais, en plus, pour compléter ce que tu dis, je pense qu'il y a deux choses. Sur le marketing, c'est vraiment la jouer sur votre boîte face en full remote, parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont passer en full remote et en gros faire des webinaires sur quelles sont les meilleures villes pour aller investir sur hors de Paris, etc., pour pouvoir travailler dans une boîte en full remote. Parce qu'à mon avis, il va y avoir une croissance des boîtes qui vont passer en remote et du coup, il va y avoir des nouvelles opportunités sur des biens qui sont plus excentrés. Et je pense qu'il y a vraiment l'info sur comment acheter hors de Paris, si votre boîte est en remote, etc. Je pense qu'il y a toute une communication à faire. Il n'y a aucune agence qui s'est positionnée là-dessus. Deuxième chose, avec cette tendance que tu disais, David, c'est aussi le moment sans doute d'aller chercher des biens un peu plus excentrés et de les marketer différemment. Donc, dans quelque chose de classique, en plus de cette information, de commencer à donner des infos sur très bonne connexion Internet et compagnie, et de faire une liste de biens hors de Paris qui sont des biens de rêve avec une bonne connexion Internet où vous pouvez bosser à distance. Je pense qu'il y a tout un marketing à faire là-dessus, tant sur le contenu que sur remarketer certains types d'offres qui sont difficiles à vendre. Et vous, ça vous permet d'avoir de l'avance. Et en troisième, je pense qu'il va y avoir l'explosion des visites en ligne et des gens qui vont plus vouloir se déplacer et de dire il y a une opportunité énorme, le marché baisse, visitez 10, 15 baraques en ligne, en gros, tapez vos critères et en gros, il y a tout à innover là-dessus et dire ok, c'est le moment d'aller faire de la visite en ligne. Et même s'il y a beaucoup d'agences qui le font, je pense que pareil, en termes de produits, c'est le moment de réfléchir à comment est-ce que je peux faire un service pour qu'un mec, sans se déplacer, parce que dans les 3 prochains mois, les gens, je pense qu'ils ne vont pas trop kiffer sortir de chez eux, ils puissent profiter des nouvelles opportunités du marché sans être obligé de se déplacer pour pouvoir commencer à acheter. D'autant plus qu'on peut commencer à acheter en ligne, etc., avec les notaires et compagnie. Je pense qu'il y a tout un produit à imaginer autour de ça. Je ne suis pas un spécialiste des agents immobiliers, mais je pense qu'il y a un truc à penser tant sur les nouveaux besoins qui vont être créés que sur la nouvelle façon de visiter et d'acheter des biens et de profiter de la baisse. Je pense que c'est les deux choses. Et enfin, peut-être en troisième étape, réfléchir aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont investir comme le marché est au plus bas et faire un peu, c'est le moment de faire des lives, etc., sur comment investir, la loi Pinel, qu'est-ce qui change, les nouveaux comportements des gens qui vont louer ou acheter, qui vont louer, etc. Les gens, les remotes, ce que je vous dis, c'est en lien avec le 1. Tout est lié dans ce que je te dis. Mais voilà, en gros, c'est un peu les trois choses que je vois. C'est vraiment marketer les offres différemment pour les remotes, pour les nouveaux besoins, faire visiter de façon différente et apporter de l'info différente aux investisseurs via du contenu Ouais, pour toi aussi te permettre je d'acheter. vois beaucoup de formations sur comment placer, comment investir en ce moment. Je pense que c'est un sujet qui est en train de prendre de l'ampleur et sur lequel la communication digitale est peut-être un petit peu la formation en ligne est peut-être un peu du retard. Là, il y a un bon moment, il y a un bon créneau pour se positionner là-dessus en ce moment. Ouais, je pense qu'il y a des gens à fumer là, si je peux me permettre. Euh, je souhaiterais un L'utiliser. outil type SaaS. Attends, je regarde les questions dans le QR. Euh, Pardon. Ah oui, Est-ce d'accord. qu'ils les Bah, ont posées avant? je réponds juste à Christophe Vas-y, vas-y, qui, réponds. sur le prototypage rapide hardware IoT. Un petit exemple, tu pourrais aller l'écouter en complet dans notre podcast La Galère. C'est Raphaël William de Luco, donc ils font des assurances habitation maintenant. S'étaient lancés avec un compteur électrique connecté. Eux, ils avaient fait typiquement un mix entre la façade et le MVP, c'est-à-dire qu'ils faisaient une façade avec un produit magnifique sur la landing page et disaient bah, achetez-le 60 euros, les gens payaient. Et quand les gens payaient, ils les rappelaient derrière et leur disaient bon, bah, alors le produit que vous venez d'acheter là, il n'existe pas. Donc, de deux choses l'une, soit on vous rembourse les 60 euros et désolé du dérangement, mais merci pour le test. Soit on vous rembourse que 40 euros et avec les 20 euros restants, on vous envoie notre prototype tout dégueulasse là avec des fils qui sortent de partout. Alors, il ne le disait pas comme ça, mais c'était vraiment ça. Hein. C'est une boîte avec un Raspberry Pi et des fils qui dépassaient de partout. Mais il marche. Et ben comme ça, il a fait 1000 ventes. Il s'est fait 20 000 euros en vendant du hardware vraiment quick and dirty.
Voilà. Donc, ça fait des petites… il y a des expériences, en effet, de hardware et de MVP où, justement, comme le disait Grégoire tout à l'heure, si tu as ton product market fit, si tu réponds à un vrai besoin, l'expérience utilisateur est parfois secondaire. Oui, surtout dans une période de crise où le marché change vite, c'est ce qu'on disait. C'est beaucoup plus facile de trouver un besoin très fort pendant cette période de crise que dans une période normale. Sébastien, je souhaite créer un outil type SaaS pour disponibiliser des formations personnalisées. Mon principal challenge, c'est la gestion d'un outil, alors outil gestion de projet collaboratif avec de multiples champs personnalisés avec un coach pour donner du feedback. Honnêtement, tu veux digitaliser. Là, honnêtement, quand je lis ton truc, je me dis que tu as un outil trop complexe. Soit tu trouves un outil sur le marché qui fonctionne, soit tu prends des outils, tu les agglomères parce que tu me dis, ouais, digitaliser, fais un Zoom. Tu veux du coaching, machin, fais des Zooms avec des comptes rendus sur Notion où la personne elle a accès à tous les comptes rendus des formations avec des liens vers d'autres formations. Fais tes formations en ligne sur Thinkific ou sur un autre outil. Mais là tu veux développer déjà un outil trop complexe avec trop de fonctionnalités et en fait, t'as aucun, le temps que tu finisses ton outil, ce sera terminé. C'est-à-dire là, enfin, pour moi, c'est l'analyse que j'en fais. Je sais pas, David, mais… Je suis aligné avec toi. Je ne connais pas dans le détail ton projet, on pourra en reparler, Sébastien, si tu veux, mais nous aussi, Germinal, STFU, on fait de la formation en physique avant de faire de la formation en ligne. Aujourd'hui, rien qu'avec Mural, Miro, Zoom, Klaxoon, etc., on se Google Doc beaucoup parce que c'est collaboratif en ligne real-time. On arrive à faire déjà énormément de choses et le pari du oui, mais ce n'est pas intégré dans un seul outil, ce n'est pas un tout en un. Du coup, moi, je veux faire le tout en un. En général, c'est un mauvais bet. C'est vraiment un mauvais pari de dire il y a plein d'outils, mais ils font qu'une partie du job, je vais faire le tout en un. Parce que déjà, ça veut dire que tu dois, que tu dois redévelopper tout ce que ces autres outils ont fait. Donc, ça va prendre énormément de temps. Et en plus, tu essaies de te battre contre des gens qui, sur leurs fonctionnalités, sont des experts. Donc, tu auras forcément un produit qui sera moins bien sur toutes ces fonctionnalités-là. Et en général, et en plus, tu auras une proposition de valeur plus vague et qui s'adresse à une plus petite niche d'utilisateurs. Donc, en général, le tout en un, ce n'est pas le meilleur modèle. Je t'invite à recreuser un petit peu pourquoi tu veux faire ça, quel est le problème utilisateur auquel tu réponds et peut-être identifier une sous-partie sur laquelle tu es plus pertinent. Je suis assez aligné avec toi. Il y a Théophile qui nous dit voilà, j'ai un client qui m'a coupé et j'étais à 90%. Donc, déjà, bon, maintenant, je vais te le dire, mais moi, je n'essaie jamais de dépendre à plus de 20 ou 30% d'un client. Et honnêtement, ça nous a fait perdre du chiffre d'affaires, mais c'est une bonne pratique. Même si maintenant je te le dis, tu t'en fous parce que c'est trop tard. Mais en gros, tu fais une landing page, tu as fait une landing page claire, etc. C'est cool. Mon souci aujourd'hui, c'est comment shooter en masse cette landing page. Donc, si j'ai bien compris, c'est du B2B, c'est ça? Si c'est du B2B, cold email. Tu vas sur des outils pour faire du scrapping. Honnêtement, j'ai un concurrent qui. Je donne toujours son truc parce qu'il est bien. Ça s'appelle Dezio. Tu tapes cold email, COLD, plus loin email, plus loin Dezio, 2.io. C'est des concurrents à nous sur certains secteurs, mais c'est pas grave. Ils ont fait un très bon article sur le cold email. Et tu peux y aller et tu vas voir comment faire une prospection par email. Je pense que c'est le bon moment de faire de la prospection par email. Sinon, tu utilises Sales Navigator. Et pareil, tu vas dans la toolbox que j'ai postée plus haut, il y a une partie prospection automatisée et tu trouveras 3 outils ou 4 outils à mettre en chaîne l'un avec l'autre en partant de Sales Navigator et ça te dira un peu comment mettre en place ta stratégie de cold email. Je travaille pour une société qui fait de la mise à disposition de personnel 4 dirigeants pour aider les dirigeants dans la gestion de leur entreprise. Comment communiquer? Là, déjà, je pense, est-ce qu'ils travaillent en remote? S'ils travaillent en remote, il y a peut-être un truc. Maintenant, les boîtes vont comprendre qu'ils sont plus obligés d'avoir quelqu'un à côté d'eux et d'avoir un assistant virtuel, enfin un assistant personnel, mais virtuel. Et je pense que c'est le moyen de communiquer sur vos réussites et de dire comment est-ce qu'on peut aider le dirigeant dans cette période de crise, comment est-ce que nous, aujourd'hui, on aide les dirigeants, comment est-ce qu'on a adapté notre offre, comment est-ce qu'on s'est mis, pourquoi est-ce que le remote, ça a augmenté l'efficacité de nos équipes, quel outil on utilise pour bien collaborer avec le dirigeant et pour être efficace alors même qu'on ne se voit pas. Je pense qu'il y a tout un travail à faire, toi, sur comment est-ce qu'on collabore, qu'est-ce que ça change d'être en remote, quels outils on utilise pour collaborer, comment est-ce qu'on arrive à être efficace et expliquer aux autres boîtes comment ils pourraient le faire et de façon plus extensive, comment dans leur boîte ils pourraient le faire et continuer ça après la crise et après de placer ton offre au passage. On propose aux entreprises de convertir le contenu existant de leur blog, site en contenu audio pour communiquer différemment avec leurs clients et prospects, publier leur podcast facilement, développer une présence sur les assistants audio. Okay. Quelle est ta question du coup? Propose aux entreprises de convertir le contenu existant de leur blog en contenu audio pour communiquer différemment avec leurs clients et prospects. Là, je pense que c'est ton moment, là, il faut y aller, non? Ah ouais, grave, là, là c'est ton moment, mec, nique tout. Hein.
T'as pas L'audio, à pivoter, hein. T'as l'aud- pas à pivoter, t'es pile poil bon là. l'audio, faut y aller à fond. En ce moment, il y a pas mal de boîtes qui se mettent sur un peu cette chaîne de valeur-là. Il y a Eloquence. Moi, ça ressemble vachement. Alors, Eloquence, ils sont pas. Ils targetent pas les boîtes, ils targetent directement les particuliers pour que je puisse lire mes meilleurs articles de blog. Enfin, c'est un peu un Pocket qui ensuite va me relire tous mes articles en audio. Et ça commence à bien marcher, tu vois, genre merci Alfred, je crois il y a 2 jours, ils ont fait un article sur eux parce qu'ils trouvaient que c'était particulièrement adapté justement au use case dont on parlait en début de talk, à savoir je fais mes pattes et j'ai envie de continuer à lire du contenu en même temps, quoi. Donc je pense que tu as vraiment un créneau à aller chercher en ce moment. Faut Euh, Autre question. Alors, Meta, juste pour ceux qui savent, on faisait une formation avec GrowthMaker qui, du coup, était en présentiel, a été annulée. Donc, maintenant, on fait nos formations en ligne. Vous pouvez écrire à Jordan. Pour ceux qui sont intéressés par la formation sur le growth, des formations assez violentes, je vous disais, qui sont en cours de qui seront prêtes lundi normalement. C'est Jordan, c'est remboursé par l'OPCO. Vous écrivez à jordan@germinal.io et en fait, il vous fait un programme avec du coaching personnalisé en fonction de votre demande et c'est assez cool pour ceux qui sont intéressés par Meta. J'ai une autre question sur les apporteurs d'affaires. Je pense qu'en effet, si tu les formes, si tu as des Il faut mecs que tu lises, il faut que tu lises la question parce que tout le monde ne les voit pas. Ah oui, pardon. Que pensez-vous de la micro-acquisition par des apporteurs d'affaires? Donc, en gros, est-ce que ça marche, etc. Oui, je pense qu'en effet, il y a beaucoup d'indépendants qui aujourd'hui ont du mal à trouver du taf et que si tu as un bon produit, tu auras des gens motivés pour le vendre. Donc, si tu as un produit Pandemic Fit et qu'en plus tu as des apporteurs d'affaires hyper motivés qui cherchent du taf et qui en plus vendent un produit facile à vendre, c'est un très très bon moment. Aujourd'hui, de façon générale, il y a moins de concurrence sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup moins d'annonceurs, donc ça coûte beaucoup moins cher de faire de la pub. Les gens ouvrent beaucoup plus leurs emails et il y a plein de gens qui sont morts de faim et qui ont envie de bosser. Donc, si vous avez le bon produit, c'est le moment pour vous lancer. Je travaille pour un groupe de restos dédié à la livraison. Comment faire l'acquisition alors qu'on est dépendant de plateformes Uber Eats et Deliveroo pour les commandes? Et bien là, va voir une offre que lance Shopify et PayPlug qui font ça ensemble. L'offre est géniale. Va dessus et c'est le moment de ne plus être dépendant des plateformes. C'est le moment de te lancer et de vendre en direct. Je pense Ouais. que c'est le moment de ne plus être dépendant. Et s'il y a un moment où les gens sont prêts à ne pas commander sur Uber Eats ou Deliveroo et sont prêts à commander en direct, c'est maintenant. Et du coup, va voir cette offre et je pense que c'est canon. Et Su- c'est peut-être le moment de prendre votre indépendance. Voilà, PayPlug. Sachant que dans un rapport de McKinsey là, récemment, alors je ne lis pas tous les rapports de McKinsey, je vous rassure, mais il y avait une stat sur les nouveaux usages des gens depuis le début du confinement, et je n'ai plus exactement la stat, mais le nombre de personnes qui n'avaient pas fait avant de livraison depuis des restos et qui Ils le font l'ont maintenant. essayé pendant le confinement a explosé. Et c'est le moment d'y Vraiment. aller parce que les gens, ils n'aiment pas trop Uber. Ils aiment pas trop. C'est le moment de dire voilà, aidez-nous, etc. D'avoir une com en mode on va en direct avec vous, on prend pas de marge. C'est le moment de créer un lien avec votre resto. Je pense que c'est le moment de créer un usage. Il y a vraiment un truc à faire, si je peux me permettre. Donc, ceux qui déclarent avoir utilisé plus, c'est de 46% sur la restaurant delivery. Il faut savoir que Uber Eats a doublé Uber. Bon, Uber s'est écroulé aussi pour Uber Drive. Écoutez, c'est top. Juste, bah, on va s'arrêter là. On n'a plus de questions. Je pense qu'on a répondu à tout. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des petites questions à nous ajouter. Moi, vous pouvez me suivre sur Twitter. Je vous ai mis mon lien Twitter. Je fais beaucoup de posts sur la crise, sur la bourse, sur les anticipations, sur le growth, etc. Je fais vraiment beaucoup de contenu. Je fais entre 1 et 5 tweets par jour. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Grégoire Gombato. Je suis sur LinkedIn. Je fais 1 ou 2 posts par semaine. Je suis très chaud et j'ai une grosse communauté. Mais du coup, voilà, j'ai 1 ou 2 posts par semaine. Sur Twitter, je suis beaucoup plus actif. Vous pouvez me poser des questions, je vais vous répondre, etc. Donc, profitez-en. Comme je suis nul sur Twitter, bah, du coup, j'ai beaucoup moins de commentaires et du coup, bah, je réponds beaucoup plus aux questions. Donc, voilà, si vous voulez me poser des questions, mes DM sont open, etc., n'hésitez pas à venir sur Twitter. Est-ce que toi, David, tu as un endroit où on peut te suivre ton analyse de Start the Fuck Up? Ça a l'air cool. Ouais, tout à fait. Nous, c'est beaucoup par LinkedIn. N'hésitez pas à m'ajouter, n'hésitez pas à suivre la page Start de Fuck Up aussi. On poste beaucoup de contenu dessus. Et surtout, s'il y en a qui ont encore des questions qui leur tournent dans la tête là-dessus, que ce soit sur le no-code, que ce soit sur comment se lancer, comment faire des interviews utilisateurs, comment aller sonder son marché, n'hésitez pas à aller me poser des questions directement. Et surtout, on vient de lancer là un programme, la première promo commence la semaine prochaine, un programme d'accompagnement pour des entrepreneurs qui veulent se lancer, qui veulent pivoter et trouver une nouvelle offre. C'est un programme d'accompagnement assez light, en remote, en 5 semaines, appuyé sur du contenu qu'on a créé spécialement pour la crise de formation. Ça s'appelle Flash. C'est financé par les OPCO, par le CPF et tout. Donc, allez-y, franchement,
ça coûte pas cher pour la valeur ajoutée qu'on apporte. On profite de la crise pour faire un peu du pro bono ou du low bono. Voilà, si vous voulez des bons coachs d'entrepreneurs qui ont déjà entrepris. En tout cas, allez-y, c'est des tueurs. Hein. Le problème de Start the Fuck Up, c'est qu'ils sont lancés un peu avant nous et qu'ils sont tellement exigeants dans leur recrutement que du coup, ils sont 6 alors que nous, on est 30. Ils cherchent que des mecs qui ont été entrepreneurs au moins 1 an et demi, qui ont une expérience de ouf, qui sont des super bons coachs. Du coup, ils galèrent de ouf à recruter. Du coup, je vous recommande à 100%. Alors que nous, on cherche juste des gens qui sont des très bons growth, des gros techniques. Donc, quand vous cherchez juste une qualité chez les gens, c'est plus facile que quand vous en cherchez 3 ou 4. En tout cas, merci à tous. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le moment d'innover. Dans une période de crise, c'est compliqué, mais aussi des opportunités. Les gens sont prêts à acheter des choses qui sont de moins bonne qualité. Les gens sont prêts à avoir une qualité dégradée parce qu'il y a des besoins qui sont forts. Si vous voulez innover, c'est le moment. Il n'y a jamais autant d'opportunités que maintenant. Il n'y a aussi jamais autant de risques. Et si vous êtes des entrepreneurs, si vous avez une boîte, c'est ça aussi qui vous fait frissonner. Et je finis toujours par ça, la différence entre un sportif de haut niveau, c'est qu'un sportif, avant une compétition, il stresse. Un sportif de haut niveau, il sait comment transformer ce stress en excitation. Donc, dites-vous, il y a une crise. De toute façon, vous ne pouvez pas changer ce qui vous arrive. Soyez excité, soyez au taquet. Mettez toute votre énergie. C'est le moment de faire des trucs et c'est là où vous allez changer les choses. Et toutes les plus grosses startups du moment se sont créées après la crise de 2008, Uber, Airbnb, WhatsApp, etc. Donc, on vous regarde. Allez-y à fond. Allez, merci à tous. On vous laisse. Ciao. Salut. Cool. Ouais, on aura le record. On vous l'envoie par email. Ciao. Yes.